L'idée de ce que je veux vous présenter, c'est d'insister sur la dimension alimentaire en France, parce que l'alimentation a pour nous, Français, un caractère très particulier. Ça, c'est quelque chose qui s'est fixé, en gros, au moment de la Révolution française, où sont apparues des pratiques propres à la France, en particulier l'apparition d'écrivains gastronomes avec l'invention du mot gastronomie. Alors, des noms que vous connaissez certainement, Grimaud de la Reynière ou Brillat-Savarin, qui sont les deux plus connus, avec l'importance du repas gastronomique, avec l'importance de la cuisine, avec le rôle croissant des chefs qui deviennent de grandes célébrités dès le 19e et qui ça va durer jusqu'à nos jours, puisqu'aujourd'hui les grands chefs sont quasiment des stars au même titre que d'autres vedettes. Et puis des pratiques alimentaires qui, dès le 19e, vont être marquées d'une part par l'apparition d'un certain nombre de nouveaux produits, et c'est une des grandes tendances de notre alimentation, qui est une alimentation qui absorbe les cultures étrangères avec lesquelles elle est en contact. J'ai eu un débat récemment avec un spécialiste de l'alimentation libanais qui se plaignait que nous ayons par exemple annexé le taboulé libanais pour en faire un taboulé français qui n'a plus rien à voir avec ce que eux au Liban appellent le vrai taboulé. Donc il y a cette dimension-là, et puis il y a la dimension qui est celle qui intéresse le débat pendant ces 3 jours, qui est la dimension industrielle de l'alimentation qui commence dès le 19e siècle. Avec la mise en place et la mise au point de nouvelles méthodes de conservation, que ce soit la pertisation, donc la conserve traditionnelle, que ce soit le froid, que ce soit ces choses-là. Et qui conduit petit à petit à un modèle d'alimentation de plus en plus transformé et de moins en moins lié au produit original. Alors, ces choses-ci vont connaître une accélération, et on le voit ici, vont connaître une accélération à partir de la Seconde Guerre mondiale et des 50 dernières années. Aujourd'hui, on sait, c'est les 3 points que je montre ici très vite, on sait que les habitudes alimentaires dépendent d'une part du niveau de vie. Selon ses revenus, on ne mange pas la même chose. Dépend très fortement de la région où l'on habite, et ça c'est très intéressant parce que les études en cours aujourd'hui, il y a une étude actuellement qui est menée à partir d'Internet et qui montre, les premiers résultats le montrent très clairement, que les pratiques alimentaires régionales subsistent en France de façon très marquée. On a l'habitude de parler par exemple de la cuisine au beurre et de la cuisine à l'huile pour séparer le nord et le sud de la France. On s'aperçoit dans cette enquête que ces divisions existent toujours au début du XXIe siècle. Il y a toujours des tendances marquées. De même pour le type de consommation. Par exemple, la consommation de charcuterie reste très forte dans les pays producteurs, dans les régions productrices. On le voit encore dans cette enquête. On mange plus de charcuterie en Alsace ou dans le Massif central que dans le sud de la France. Et ces gros marqueurs-là subsistent de façon, je dirais, très surprenante à la limite. C'est-à-dire que les particularismes locaux sont des marqueurs d'identité à l'intérieur du pays. Puis le troisième point qui est important, c'est évidemment l'information, l'origine sociale ou l'origine géographique, puisque vous savez que la France est aussi un pays d'immigration depuis très longtemps, qu'elle est toujours un pays d'immigration, et ceci a des effets sur le type d'alimentation et sur l'évolution de l'alimentation. Alors, rapidement, depuis 1945, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà les 5 points que je voudrais voir très très vite dans les 10 petites minutes qui me sont accordées et que l'on va regarder plus en détail. Donc tout d'abord, le budget. C'est, me semble-t-il, quelque chose de capital parce que c'est un élément très fort du débat que l'on mène actuellement sur l'alimentation. Vous voyez que depuis la fin des années 50, la part du budget des ménages consacré à l'alimentation baisse de façon considérable. Selon les études, les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes, mais globalement, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'en gros, on dépensait entre 35 et 40% de son budget pour se nourrir au début des années 60, et aujourd'hui, on dépense entre 13 et 15% de son budget pour se nourrir. C'est-à-dire que la part du budget consacré à l'alimentation baisse considérablement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on dépense moins globalement nécessairement, parce que le revenu lui-même des Français ayant augmenté
On continue de dépenser des sommes pour l'alimentation, mais c'est le pourcentage de ce que l'on y consacre qui baisse considérablement. Alors, c'est, me semble-t-il, un point très important. Parce que depuis quelques années, on entend dire que l'alimentation est quelque chose qui coûte cher. Et c'est un débat récurrent qui est repris par deux catégories de personnes essentiellement, les politiques et la grande distribution. La grande distribution, depuis des années, mène a comme axe de communication le fait qu'elle baisse les prix de l'alimentation. Jusqu'à des points qui posent problème, on l'a vu récemment avec la crise du lait. C'est un discours récurrent auprès des agriculteurs qui se plaignent qu'on ne leur paye pas à leur juste prix leur production. Et donc il y a une pression très forte de la grande distribution qui fait baisser, qui met son axe de communication sur la baisse du prix de l'alimentation. Et ce discours est repris par les politiques qui en font un argument électoral en essayant de dire on baissera si l'alimentation est moins chère, les Français pourront mieux se nourrir. Alors qu'en réalité, quand on voit ces chiffres, on voit que le problème est ailleurs. Le problème, il est dans qu'est-ce qu'on est prêt à dépenser pour se nourrir en réalité. Aujourd'hui, l'alimentation n'est plus dans le budget des Français une priorité. Alors on sait que le logement reste une part très importante, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de dépenses qui ont pris la place. Il suffit de voir le budget moyen en communication, par exemple, des Français, qui est en croissance continue, tant par le coût du téléphone mobile, d'Internet, etc. Et finalement, on a l'impression qu'il y a des changements de priorité. Et donc le discours sur l'alimentation est cher est sans doute un faux débat. La réalité, c'est que le Français a choisi désormais que le fait d'acheter à manger n'est plus une part prioritaire de son budget. Et là, il y a une tendance lourde qui se voit très clairement avec les chiffres que vous voyez ici, d'autant qu'a priori, rien n'indique que les 14% vont s'arrêter là. Les tendances tendraient à montrer que normalement, ce chiffre risque de baisser encore, sauf s'il y a des changements forts, je dirais presque culturellement. Alors, les autres points importants sur les changements d'habitudes alimentaires, et ça je crois que c'est majeur aussi, c'est le fait que nous sommes passés en France d'un pays rural à un pays urbain. Les statistiques disent que la France devient urbaine à la fin des années 30, mais en fait on triche un peu, c'est-à-dire qu'on avait mis la taille des villes suffisamment bas pour pouvoir être urbain, alors que les Anglais l'étaient depuis longtemps et qu'on se sentait un peu frustré. Mais en réalité, l'urbanisation française se fait vraiment dans les années 50-60. Et ce changement est important puisqu'on est avec des citadins, et donc des citadins qui, pour se nourrir, sont obligés de passer par des circuits de distribution. Avec une particularité française, qui est qu'en France, dans les années 60, on vit une révolution agricole, certes, mais on vit aussi une révolution commerciale, et on est un des rares pays d'Europe à vivre cette révolution commerciale qu'on va ensuite exporter chez nos voisins. Donc ça, c'est le premier point très important. Le deuxième point très important, c'est que pour la première fois en France, dans les années 50, on connaît la fin des pénuries alimentaires. On a tendance à dire aujourd'hui le modèle productiviste est un modèle négatif qui a de nombreux défauts, et c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que ce modèle productiviste a été mis en place en sortie de crise alimentaire, en sortie de guerre, en sortie de peur du manque. Et c'est la raison pour laquelle on a cherché des solutions pour essayer de nourrir le pays. Puis ensuite, ça a quand même été aussi l'argument pour que la France accepte de rentrer dans la communauté européenne en 1958. En gros, le deal était de dire la France va nourrir les adhérents européens. Et on a, globalement, en simplifiant un peu rapidement, fait payer à l'industrie allemande la modernisation de l'agriculture française, et c'était le deal pour ouvrir les frontières. Donc ça, c'est quelque chose de très important à avoir à l'esprit, c'est que ce qui se met en place dans les années 50-60, c'est une culture de sortie de pénurie. Et finalement, c'est la première fois que la France devient autosuffisante d'un point de vue agricole, puisqu'elle ne l'était pas auparavant. La deuxième chose importante, c'est la mécanisation, pas seulement de l'agriculture, mais aussi de la cuisine. Il y a un changement complet de nos méthodes de transformation des aliments. L'urbanisation, elle se traduit aussi par la modernisation des cuisines. Elle se traduit par l'adoption massive de la cuisine au gaz, puis de la cuisine électrique. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc révolution agricole, révolution du commerce et révolution de la cuisine, ça change complètement l'approche alimentaire, puisqu'on n'a plus les produits bruts, on a les produits transformés, vendus à un prix de plus en plus bas par la grande distribution qui change la production en amont. À mon avis, une des raisons pour lesquelles en France on a perdu une partie
des capacités de production de produits de niche et de qualité, comme on en trouve encore en Italie par exemple, est lié à la grande distribution et à la disparition du petit commerce. Et d'autre part, le fait que de ce coup, on a des changements également de méthode de cuisine liés au fait qu'on n'a plus les mêmes produits. Les années 70 et 80 sont des années caractérisées à mes yeux par deux points importants. C'est d'une part le développement de l'exotisme et d'autre part l'abondance. Dans les années 50, on sort de la pénurie. Dans les années 70, on entre dans l'abondance. C'est vraiment là où on se met finalement à consommer trop. Mais c'est aussi là où on a une ouverture de l'exotisme. Pensez à certains produits comme le kiwi ou l'avocat. Dans les années 60, c'est des produits qu'on ne connaissait pas en France. C'est des produits qui sont arrivés dans les années 60-70, qui se sont banalisés dans les années 80. C'est vrai du fruit de la passion, par exemple. Dans les années 70, le fruit de la passion, il est inconnu du français, sauf s'il a fait un voyage au Brésil. Aujourd'hui, il n'y a pas plus banal dans un dessert. Et puis, la fin du XXe siècle est marquée par le retour des crises alimentaires, mais pas les crises alimentaires qu'on avait connues traditionnellement au cours du XXe siècle, c'est-à-dire la peur de pénurie, mais les crises alimentaires liées aux crises de la vache folle et autres, qui renvoient évidemment à la vieille tradition des peurs alimentaires dont vous parlera Madeleine, et donc je ne traîne pas dessus. Autre changement d'habitude, ce que j'appelle du pain blanc au pain bis, ça c'est quelque chose de tout à fait surprenant. D'une part, on mange un peu moins, même si on continue de manger trop, mais l'urbanisation fait qu'on a moins de besoins et donc en calories, on en consomme moins. Et puis surtout, on change de type de produit. Vous voyez qu'en 1955, on mangeait en gros un peu plus de 100 kg de pain par habitant. On est aujourd'hui à 50 kg. Et alors ce qui est intéressant, c'est que dans les années 50, le rêve, c'était le pain blanc, le pain des riches qui faisait rêver les pauvres, si j'ose dire, au 19e, et que progressivement, plus on avance vers la fin du XXe siècle, et plus on revient à ce pain bis, et aujourd'hui, il n'est de bon pain que de pain complet, de pain aux céréales, etc., qui était un pain qui, au début du XXe siècle, était considéré comme le pain, justement, sans intérêt. Donc ça, c'est aussi une tendance nouvelle. On en mange moins, mais on ne mange pas le même. Alors, dans la variété alimentaire, il y a une variété plus grande avec la disparition d'un certain nombre de produits. On mange moins de pommes de terre. La pomme de terre a connu son apogée au moment de la guerre. La courbe de consommation des pommes de terre est croissante jusqu'à la guerre. Depuis la guerre, elle est en décroissance forte. Et ça se retrouve dans tous les pays industriels. C'est un plat de pays pauvres. On mange moins de sucre, moins de pain, moins de beurre, moins de fromage, moins de viande de bœuf. Tous ces produits qui finalement, progressivement, ont une mauvaise image. On mange plus de fruits et légumes, c'est pas très original. On mange surtout beaucoup plus de produits laitiers et entre autres de yaourt, avec là aussi quelque chose de neuf. Le yaourt, il est industrialisé massivement à partir des années 60, pas avant. Avant, c'était un produit plutôt rare qui était fabriqué à domicile. Et puis alors une originalité française dans ce grand pays célèbre pour ses vins. Je vous rappelle que nous sommes les plus gros consommateurs d'eau minérale au monde, puisque nous buvons en moyenne 200 litres d'eau minérale par an, ce qui est considérable. Ce sont des chiffres absolument impressionnants, d'autant qu'on a par ailleurs la meilleure eau du robinet au monde. On est dans des pays où l'eau du robinet est la plus sûre, la meilleure qualité, sans aucun quasiment risque sanitaire quelconque. Et nous sommes malgré tout les plus gros consommateurs d'eau minérale au monde, ce qui d'ailleurs pose de très gros problèmes environnementaux. Cette fois-ci, ce n'est pas en termes d'alimentation, mais c'est en termes de déchets, avec entre autres le problème du recyclage des bouteilles d'eau en plastique qui devient un problème à telle enseigne que l'ONU et l'UNESCO s'en préoccupent aujourd'hui. Autre particularité française, c'est le fait que nous faisons 3 repas par jour. Et ça, c'est quelque chose qui subsiste. Nous sommes un peuple à 3 repas par jour et nous continuons de le faire. Avec un chiffre, et je passerai très vite sur les autres, les Français consomment toujours un petit déjeuner et contrairement à ce qu'on pourrait croire, à ce qu'essaie de faire croire la télévision par les publicités ou autres, le petit déjeuner traditionnel, c'est-à-dire que les tartines et le café au lait, sont encore consommés par 95% des Français. Nous n'avons pas été conquis par le Kellogg's et choses de ce type, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je passe vite sur le reste pour ne pas être trop long.
L'alimentation, elle correspond aussi à des lieux. Alors il y a quelque chose qui est en train de se passer actuellement en France, c'est la mort de la salle à manger. C'est une pièce qui est en train de disparaître du domicile. Elle est apparue au début du fin 18e, début 19e. Elle a connu son essor entre 1850 et 1950. Et aujourd'hui, la salle à manger est en train de disparaître, mangée par le living room, la salle à télé, etc. Et surtout, concurrencée de l'autre côté par la cuisine dite américaine, où on mange de plus en plus dans la cuisine. Mais malgré tout, la survie du repas gastronomique le week-end. Alors le repas gastronomique, il est gastronomique quel que soit son niveau social. Et en fonction de son revenu, on ne mange pas la même chose, mais ça reste un repas gastronomique en famille. Le Français est très attaché, et toutes les études le montrent, à ce repas en famille ou entre amis. Et ça, c'est quelque chose qui est un marqueur très fort de l'identité française. On ne le retrouve pas dans les autres pays européens. C'est d'ailleurs pour ça que le projet que nous avons déposé à l'UNESCO est devenu le repas gastronomique des Français, parce que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement typique. D'autre part, alors ça c'est quelque chose de pas très original, mais c'est le fait que nous mangeons de plus en plus hors foyer, mais aussi hors restaurant. En moyenne aujourd'hui, on considère en gros 55 repas par an pris hors foyer et hors restaurant. Les nouvelles techniques, je vous ai dit très vite tout à l'heure, changement de cuisine. Ça se traduit aussi par l'arrivée de nouveaux procédés de proposition des aliments, le développement des plats cuisinés, le développement des surgelés avec le froid à partir des années 60 et accentué par le micro-ondes à partir des années 80. Et puis, évolution récente, la mode du bio, des labels et de la cuisine loisir, avec le développement par exemple des cours de cuisine et des choses de ce type qui donnent l'impression que l'on revient à une petite tradition culinaire, mais ça reste à prouver. Je vais donner tout de suite la parole à Madeleine. Merci et bonjour. Moi, je vais vous parler d'une culture alimentaire qui était la nôtre autrefois, mais que nous avons perdu. Je crois que nous avons perdu définitivement. Alors, je me situe dans un avant qui est bien avant la période chronologique traitée par Marc de Ferrières, c'est-à-dire que moi, c'est une culture alimentaire qu'on voit se mettre en place en France, puis en Occident de façon générale, dès le Moyen-Âge, et qui va perdurer très longtemps, tout au long des siècles dans l'Ancien Régime, et qui commence à se défaire à partir du moment où on rentre en transition alimentaire, c'est-à-dire très tard, Second Empire, Troisième République, quand les Français, je dis bien les Français ordinaires, Français de base si je peux dire, commencent à introduire dans leur ordinaire aussi des produits comme le sucre, la viande ou le lait. Mais c'est une période donc, qui se situe quand même bien avant, par exemple, le beefsteak pomme frites qui est devenu notre plat national. Alors on m'a demandé de faire le lien entre les peurs et les habitudes. Et c'est vrai qu'il y a un lien, je vais essayer de vous le dire. D'abord, avaient-ils peur? Oui, bien entendu. Et ils avaient peur, on a beaucoup parlé de peur hier. Eux aussi, ils avaient peur. Et si j'ose dire, ils avaient même plus peur que nous de ce qu'ils mangeaient, dans la mesure où ils conjuguaient deux peurs. Parce que la première peur qu'ils avaient et que nous avons perdue, c'est la peur de manquer. Et pour eux, c'était la peur numéro un. Non pas que ce soit la pénurie tous les jours, Dieu merci, et la disette n'arrivait pas souvent, la famille n'était plus exceptionnelle, mais en tout cas, la menace de manquer, elle était constante. Et quand on vit dans cette peur constante de manquer, c'est quelque chose qui qui imprègne vraiment les comportements alimentaires de tous les jours. Alors, cette peur de manquer existe, et je me disais hier en voyant le beau film que si un contemporain de l'époque de Louis XIV ou même de Napoléon III était dans la salle, d'un certain côté, il n'aurait pas été surpris. Il n'aurait pas été surpris en voyant un village comme Barjac, qui est
un beau village. Et il n'aurait pas été surpris en voyant les nourritures filmées. Après tout, la saucisse avec les lentilles, le clafoutis aux abricots, le potage de courges et de châtaignes, je crois. Tout ça, c'était des nourritures qui leur auraient été familières. En revanche, je pense que le discours qu'on entendait dans la salle, le discours les aurait beaucoup surpris. Ce serait dit que le débat que nous avions, c'était un petit peu un débat de gens riches, de gens rassasiés, en quelque sorte un débat de luxe. Mais je ne veux pas dire pour autant qu'ils n'auraient pas compris les enjeux de notre débat. Parce que tout en ayant rivé en eux cette peur de manquer, ils avaient une autre peur que nous avons évoquée hier, la peur de l'aliment mauvais, de l'aliment malsain, de l'aliment qui empoisonne. Et cette peur, moi qui ai travaillé là-dessus, je l'ai vu s'exprimer à plusieurs reprises, parce qu'ils avaient de multiples occasions de l'exprimer. Face à la malbouffe d'autrefois, je ne vais pas vous dresser le catalogue des nourritures immondes qu'on a pu trouver. Elle s'exprime aussi face à la distance entre le consommateur et l'aliment. Nous avons tendance à penser que la mondialisation, les effets de la mondialisation alimentaire, c'est nous qui les vivons. Mais vous savez, il y a une mondialisation alimentaire une première mondialisation en tout cas après les grandes découvertes, mais même avant. Songez au rôle que tenaient les épices dans la gastronomie médiévale. Les épices venaient de loin. Bon, là, vous allez me dire, les épices, ça coûtait cher, c'était réservé à une toute petite frange de la société, celle des puissants et des riches. Mais par exemple, un aliment de carême indispensable à tous, c'est la morue. La morue aussi venait de très très loin. Donc, il y a cette règle, cette loi de familiarité qui me semble, moi, une loi historique intangible, qui est que plus un aliment vient de loin, moins on sait ce qu'on mange et on développe des appréhensions vis-à-vis de lui. Et puis, j'ai vu s'exprimer ces peurs aussi vis-à-vis de toutes ces nouveautés, apportées en particulier par la mondialisation. Nouveauté des produits, mais nouveauté aussi des procédés. Par exemple, le pain, qui est l'aliment le plus quotidien. Le pain, on sait bien que c'est la peur, numéro un, c'est la peur de manquer. Donnez-nous notre pain quotidien. Mais c'est en même temps, donnez-nous si possible, Seigneur, du bon pain, du pain qui ne soit pas ergoté, malsain. Et j'ai vu une peur particulière se développer à Paris au début du règne de Louis XIV. À ce moment-là, les boulangers parisiens, inspirés par une mode venue d'Italie, se sont mis à remplacer dans leur pétrin, sont mis à remplacer le levain par de la levure. La levure leur facilitait le travail, la pâte gonflait plus vite, gonflait mieux, permettait de faire une mie plus légère. Mais à ce moment-là, beaucoup de gens se sont alarmés dans Paris. Mais attention, attention, le pain pour nous, ça a toujours été le pain au levain. Qu'est-ce que c'est que cette levure? Est-ce que c'est pas un poison qui va nous empoisonner? Il y a une énorme campagne médiatique, on peut dire, et tout ça est remonté au niveau même tout à fait supérieur, à tel point que c'est le Parlement de Paris, la justice du roi, qui s'est saisie de cette affaire et qui finalement a pris un arrêté, après avoir écouté les uns et les autres, en autorisant, sous certaines garanties, la fabrication du pain à la levure. Et là, ça nous ramène à une époque où tous ces phénomènes de fermentation qui sont indispensables dans notre alimentation. Et tout est aliment, beaucoup de choses sont aliments fermentés, nous le savons, mais ça, c'était un phénomène tellement mystérieux, tellement difficile à comprendre qu'on ne savait pas quelles étaient les bonnes fermentations et quelles étaient les mauvaises. Et là, on a eu cette peur qui a perduré malgré la permission royale concernant le pain à la levure. Donc vous voyez, il y a non seulement des peurs relatives à la quantité, ce que nous savons tous, mais il y a des peurs aussi relatives à la qualité. Alors vous allez dire, finalement, c'est comme nous avez peur. Non, 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 vous savez, l'histoire est passée par là, c'est-à-dire que
l'émotion, la capacité d'émotion et la capacité à avoir peur des hommes est la même, est intacte sans doute, et nous aurons toujours peur, je le pense, mais en même temps, le contexte a changé, les façons de réagir des gens aussi. Alors d'abord, il y a ces deux peurs ensemble, et on va voir qu'elles interréagissent, parce qu'on ne peut pas se permettre de jeter des aliments suspects, puisqu'on n'a pas le choix, comme nous aujourd'hui, dans une société de pénurie. Si on jette quelque chose qui est suspect, ben, ça veut dire qu'on ne mange pas. Et puis, ce qui est différent aussi, je pense, c'est la façon dont la peur pousse à se protéger, parce que la peur a toujours poussé les hommes à agir. Et c'est là que je vois se mettre en place toute une série de précautions, je dirais, une série de précautions qui petit à petit sont rentrées dans les habitudes alimentaires. C'est une des origines de certaines de nos habitudes alimentaires. Et là, c'est une différence par rapport à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, avec la peur, nous nous en remettons très souvent aux autorités publiques. Mais moi, je vois un consommateur que j'ai appelé le consommateur vigilant et qui gère les risques, mais qui les autogère, parce que il pense d'abord qu'il peut être son propre expert, ce que nous ne pouvons plus penser. Il pense qu'il est son propre expert parce qu'après tout, quand il va sur le marché de Saint-Tropez, il achète des aliments qui sont des aliments naturels, alors qu'aujourd'hui 80% des aliments que nous achetons sont des aliments transformés. Nous ne savons pas comment ils sont faits. Et lui pense que sur le marché, il est aussi apte que l'inspecteur municipal du marché pour pouvoir savoir si le poisson est frais. Il a toute une culture qui lui permet de choisir les aliments frais. Et puis, en cuisine aussi, il développe une certaine vigilance et qui sont devenues des habitudes tellement ancrées dans notre culture que finalement, petit à petit, on oublie à quel point au départ elles étaient raisonnées, rationnelles, médicalisées en quelque sorte. Par exemple, j'ai toujours été étonnée, moi, chez ma grand-mère, de manger des escalopes ou des beefsteaks, mais cuits, archi-cuits. C'était la tradition, on cuisait beaucoup la viande. Et puis quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire de l'alimentation, je me suis rendu compte que toutes les recommandations diététiques, médicales, écrites, destinées aux gens qui savent lire et écrire, mais elles étaient passées par d'autres canaux oraux, par les proverbes, les dictons, dans les cuisines les plus humbles, dans les cuisines des chaumières, et finalement, c'était une des précautions essentielles face à la viande, c'était de cuire, et de cuire énormément. Et une bonne précaution d'ailleurs dans ces temps où, n'oublions pas, la viande était un aliment éminemment périssable. Nous l'avons peut-être oublié aujourd'hui, mais moi je m'en souviens chaque fois que je vois des rapports d'inspecteurs des marchés dans les délibérations municipales où ils nous disent qu'ils ont confisqué des jambons qui sont devenus bleus ou des gigots qui sont devenus verts. C'est quelque chose que nous avons oublié. Donc, des précautions particulières, bien cuire la viande à tel point que dans des almanachs, des lectures populaires de l'époque, il y a une bonne blague qui circule et qui était connue dans toutes les familles françaises et qui consiste à cela: si vous voulez un jour vraiment hurler de rire, vous invitez des amis un jour de fête et vous leur servez un rôti, un gigot, ce que vous voulez. Et vous le faites cuire normalement, c'est-à-dire vous le faites cuire plusieurs heures jusqu'à ce qu'il soit bien cuit, d'une couleur plutôt grise que rose. Mais ensuite, et c'est là où consiste la blague, vous allez acheter de la poudre de bois de Brésil. La bois de Brésil, c'est une plante tinctoriale rouge qu'on utilise pour d'autres utilisations que culinaires. Mais alors là, la blague consiste à saupoudrer
de cette poudre rouge votre pièce de viande et de le servir à table devant vos invités. Alors là, le succès est assuré. Vous allez voir les réactions d'horreur de vos invités. Qu'est-ce que c'est que cette viande rouge et saignante, hein? Et puis finalement, vous allez bien rire. C'est une blague qui est vraiment irratable. Donc je me suis rendu compte que cette habitude de cuire et de bien cuire, qui était au départ une précaution, est rentrée dans les habitudes, en particulier dans les habitudes françaises, parce qu'il y a des habitudes, comment dire, très, très régionalisées et nationalisées. Peut-être que les Allemands, par exemple, avaient moins cette habitude, mais c'est ce qui fait aussi qu'au XIXe siècle, avec la viande de cochon, les Allemands ont beaucoup connu les cas de, comment ça s'appelle, trichinose, je crois, voilà. Tandis que nous, en France, nos cochons avaient les mêmes problèmes, mais avec la viande bien cuite, on a moins connu ce genre de problème. Et puis, la deuxième réaction que j'ai observée, et la deuxième habitude, c'est qu'il faut jouer entre les deux peurs, la peur de manquer, la peur de l'aliment malsain. Si bien que nous, face à un aliment malsain, nous avons un raisonnement qui est binaire, où il y a un risque, où il n'y a pas de risque. S'il n'y a pas de risque, je mange. S'il y a un risque, si mon yaourt a dépassé ma date limite de consommation, je jette. Ça, c'était un geste qu'ils ne pouvaient absolument pas se permettre. Donc, et ils essayaient de composer avec le risque. Et, comment dire, ils avaient une perception du risque graduée. J'ai trouvé des recettes, on peut dire pas vraiment des recettes de cuisine, enfin un médecin de campagne dans le Roussillon qui nous dit comment font les paysans pour manger des moutons charbonneux, des moutons qu'on a tués parce qu'ils ont le charbon. Vous savez, c'est une maladie très grave avant Pasteur. C'est pas bon de manger du mouton qui a le charbon, mais il indique comment font les paysans, hein, pour essayer, en cuisant beaucoup, en faisant mariner dans le vinaigre, etc., pour essayer de désinfecter la viande et manger malgré tout des daubes de moutons charbonneux. De même, quand il y a, et ça arrive très souvent, vous savez, pendant très longtemps, on a mangé plutôt du pain de seigle que du pain de froment, et le seigle était sujet à une maladie, un parasite qu'on appelle l'ergot de seigle. Et ils ne pouvaient pas se permettre de cribler cette farine pour la débarrasser des ergots. Donc, ils se retrouvaient avec une farine, certaines années, avec une farine de seigle ergotée, qui était une farine très dangereuse. Ils le savaient. Ils le savaient et j'ai observé leur conduite. C'est-à-dire que, au lieu d'épuiser la farine de l'année précédente, la bonne farine, et puis de passer à la mauvaise farine, eh bien, ils essayaient de graduer petit à petit et ils mélangeaient de la bonne farine un petit peu de farine de seigle ergotée, suivant des proportions très empiriques et en même temps qui approchent un petit peu cette notion que nous avons, nous, de dose journalière admissible. Et il y a un empirisme, ils essayaient de définir ça. Si j'ajoute 1/12 de farine ergotée à la farine qui fait le pain, bon, eh bien, je franchis un seuil où je risque quelque chose, mais le risque, c'est de développer le premier stade de la maladie ergotique. Et le premier stade de la maladie ergotique, il s'appelle ça l'ivresse ergotique. On fait des rêveries qui ne sont pas forcément désagréables. On sait maintenant que l'ergot de seigle a une composition naturelle qui approche celle du LSD. Donc, on va jouer avec ce seigle ergoté, on va faire en sorte d'en consommer, parce que si on n'en consomme pas, on meurt de faim, hein, mais on va jouer de façon à atteindre ce premier seuil de la maladie, et puis, si possible, en attendant la prochaine récolte, et si possible de pas jouer et d'aller plus loin, de se retrouver à l'hôpital à Blois. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire, qu'une partie de nos habitudes me semble quand même déterminée, raisonnée par ces peurs alimentaires, et c'était au fond de sages précautions. Alors souvent on parle d'habitudes en termes péjoratifs, comme si toutes nos habitudes étaient mauvaises, mais il y a des habitudes qui sont très bonnes aussi, peut-être qu'on devrait les retrouver.
ben, voilà, donc maintenant on a le temps, je crois, pour des questions, donc à la fois sur ces habitudes alimentaires et sur ces peurs qui finalement sont très proches, ce que je découvre très proches de nos peurs actuelles. Donc je passe la parole à la salle, à qui veut intervenir. Oui. Oui, bonjour. Le premier orateur a dit que l'alimentation n'était plus la priorité des Français en citant un chiffre de 14% du budget. Ça me semble être une interprétation des pourcentages, comme on en fait beaucoup, qui me paraît assez loin de la réalité personnellement, puisque j'observe que mes concitoyens régulièrement éprouvent le besoin impératif de manger pratiquement tous les jours. Supposons qu'on leur supprime de la nourriture pendant 2 jours, ça deviendra extrêmement vite une priorité, au détriment même du logement, à mon avis. Donc ma question est la suivante. Est-ce qu'on connaît en francs constants la part consacrée à l'alimentation dans le budget des Français? Vous faites une mauvaise interprétation de ce que j'ai dit. Quand je dis que ce n'est pas une priorité, ça ne veut pas dire qu'il faut leur couper l'alimentation. Je dis que ce n'est pas une priorité budgétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a des arbitrages à faire, on voit que les Français dépensent et augmentent leurs dépenses dans un certain nombre d'autres dépenses et que l'alimentation baisse tendanciellement. Alors elle baisse en francs constants. J'ai pas regardé les chiffres avant de venir, donc je ne vous répondrai pas sur cet aspect-là pour ne pas dire de bêtises, mais le fait qu'on ait diminué de moitié la part de l'alimentation dans le budget des ménages veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire que longtemps, la part dans le budget des ménages de l'alimentation augmentait. Au 19e en particulier, c'était la première dépense, par exemple dans les ménages ouvriers. C'était ça qui était le plus important. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que disait Madeleine sur le fait qu'il y avait une peur de manquer, de se nourrir, parce qu'on avait peur de ne pas avoir les moyens de se nourrir. C'était une vraie peur, en particulier dans le monde ouvrier, dans les villes à la fin du 19e. Le basculement se fait au lendemain de la guerre avec l'arrivée de l'abondance, qui fait que l'alimentation va devenir plus facilement accessible, en particulier du fait d'une amélioration aussi des systèmes de distribution. Le rôle de la révolution commerciale est considérable dans ce domaine. Et donc de ce fait-là, le Français va pouvoir se nourrir en accédant facilement à l'alimentation et en pouvant réduire la part qu'il y consacre. C'est ça, les 14%. Ça ne veut pas dire que si vous leur coupez le fait de manger pendant 2 jours, ça ne deviendra pas une priorité. Ça, c'est évident. On ne peut pas se passer de manger. Mais aujourd'hui, en termes de dépenses, ce n'est plus ça qui est le plus important. C'est une dépense qui diminue dans le budget, alors que les dépenses de loisirs, les dépenses d'autres choses, l'habillement est également une dépense qui diminue. Il y en a 2 qui diminuent, c'est l'alimentation et l'habillement. Voilà, c'est ça que ça veut dire. D'autres questions? Bonjour. En ce qui concerne l'eau, vous avez dit que l'eau de la distribution était potable, était correcte. Mais elle est correcte en fonction de quoi? De quels critères? À mon avis, il y a les critères légaux, auxquels bien entendu l'eau correspond, mais on peut quand même imaginer que vu la pollution que nous devons supporter actuellement par tous les produits qui sont introduits progressivement et qui s'accumulent, on peut parfaitement imaginer que les micropolluants deviennent de plus en plus importants dans l'eau. Ils ne sont pas recherchés, donc on n'y fait pas attention. Mais il est certain qu'on ne peut pas négliger cet aspect des choses, et je voulais savoir, à concurrence de quel niveau ces micropolluants influencent notre santé et la qualité de l'alimentation. Merci. Alors, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Moi, je suis l'historien du débat, je ne suis pas le spécialiste de la chose. Ce que je peux vous dire, c'est que les entreprises qui font l'eau courante en France, il y en a 2 grandes qui sont également présentes sur les marchés étrangers, fournissent une eau du robinet
qui est très fréquemment analysé. Vous avez d'ailleurs avec votre facture d'eau le relevé en détail de la composition de votre eau qui vous montre ce qu'elle contient et ce qu'elle ne contient pas avec les limites légales qui y sont imposées. Quand ces limites sont déposées, d'ailleurs, les gens sont prévenus et cette eau n'est plus potable. Ça arrive parfois, c'est arrivé en particulier dans quelques cas du côté de la Bretagne où il y a un problème avec les nitrates. Sinon, cette eau, elle a aussi une qualité, c'est que cette eau aujourd'hui, elle ne rend pas malade, à l'inverse de l'eau que l'on buvait il y a 60 ans, par exemple. Parce qu'on a toujours l'impression qu'aujourd'hui, on a quelque chose de mauvais et qu'avant, c'était bon. Il ne faut pas oublier que les Français au 19e, ils meurent de l'eau qu'ils boivent. Comme aujourd'hui, les Africains meurent de l'eau qu'ils boivent. Si je peux rebondir, je crois que ce mot de bon, hein, il est tellement large qu'il est ambigu. Alors, qu'est-ce qu'une bonne eau? Bon, ça peut être bon au goût ou bon pour notre santé. Alors, par exemple, une eau chlorée, l'eau du robinet qui sent la javel, elle est peut-être bonne du point de vue sanitaire, elle nous évite d'avoir des maladies, mais c'est vrai qu'au goût, elle n'est pas bonne. Je voudrais revenir sur le chiffre que vous avez cité de la consommation en France d'eau distribuée par des entreprises spécialisées et mettre l'accent sur le lobbying dans ce domaine. Je tiens mon information, non pas de Andy, mais ma propre belle-fille a fait son doctorat de pharmacie sur les eaux. Elle s'est heurtée à un lobby infranchissable. Elle avait une marotte qui est de savoir quelle était l'incidence du stockage des eaux minérales, et notamment au soleil, dans des conditions ahurissantes de bouteilles en plastique. Elle n'a jamais pu pénétrer dans les entrepôts, faire des prélèvements, ça a été le blackout complet. Alors, je voudrais simplement vous rappeler une chose, parce que nous sommes tous peu ou prou consommateurs de ces eaux minérales. Certaines eaux dont on parle beaucoup à la télévision sont tellement chargées en sodium qu'elles présentent un risque réel pour les maladies cardiovasculaires, et on continue à les consommer parce qu'elles sont dites minérales et ce sont de bonnes eaux, alors que l'eau du robinet est une eau très bonne, effectivement, lorsque, effectivement, on a respecté les prescriptions phytosanitaires. Et il suffit, effectivement, de demander aux entreprises qui nous fournissent l'eau, qu'elles soient en régie ou pas, quel est le degré d'analyse pour savoir si elles sont bonnes ou pas. Il se trouve que j'ai un appartement à la montagne. Pendant des années, nous avons bu de l'eau dite naturelle. Et puis un jour, nous sommes passés à une eau traitée en régie par Veolia. Et puis là, on a pu avoir des analyses qui nous permettent aujourd'hui d'affirmer que l'eau est parfaitement saine. C'est de l'eau naturelle, mais qui quand même est retraitée et dont on a dépollué, effectivement, ou du moins dont on a éliminé les risques de pollution. Mais je voulais seulement mettre l'accent sur le fait que c'est sûrement la France, c'est sûrement le pays où le lobby des eaux minérales est le plus fort au monde. On va laisser. Oui. Je pense qu'on va peut-être laisser ces questions sur l'eau, puisqu'il y aura cet après-midi une personne de Nestlé Water qui justement fera une intervention pour expliquer les différentes problématiques entre les eaux de source, les eaux minérales et l'eau du robinet. Et je pense qu'on pourra lui poser directement les questions à ce moment-là. Juste un regard historique sur l'eau, mais très vite. Ce qui est amusant dans le cas de l'eau minérale, c'est qu'en fait, il n'y a pas très longtemps qu'on la consomme en produits alimentaires. Jusque dans les années 60, à l'exception de Perrier, l'eau minérale, elle était vendue dans les pharmacies. C'est dans les années 60 qu'elle bascule comme un produit de grande consommation dans les grandes surfaces et qu'à ce moment-là, il y a de la publicité qui est faite pour vendre de l'eau, parce que c'est le but d'une entreprise, et que de ce fait, on se met à consommer de l'eau minérale. Ce qui est amusant, c'est qu'à l'origine, c'était un produit médical. C'est pas pour rien, l'eau minérale, elle vient des sources thermales et elle soignait. Et c'était en fait un médicament jusque dans les années 60, à l'exception de Perrier, qui est le seul à avoir développé une eau qui, dès le début, était une eau de grande consommation, qui n'a jamais été vendue en pharmacie. Oui. Mais Vichy était déjà une eau, c'est quand même une eau thermale, Vichy. Elle a toujours été thermale. D'accord. Oui, une question là-bas. Oui, ça m'embête un petit peu quand vous dites qu'aujourd'hui on meurt plus de l'eau n'est plus cause de mortalité. À court terme, c'est sûr, sans doute, mais à long terme, c'est faux. À long terme, est-ce qu'on connaît les prélèvements, tous les métaux lourds qui sont dans l'eau? Est-ce que les doses sont recherchées?
Je voudrais aussi qu'on me dise pourquoi. Vous parliez de la Bretagne tout à l'heure, où il y a eu des petits problèmes avec les nitrates. Malheureusement, il n'y a pas que la Bretagne. La Beauce, qui est notre grenier à blé, on a tous appris ça à l'école. Hein. Madame, vous êtes professeur d'histoire, vous avez dû redire ça à vos élèves. La Beauce, grenier à blé de la France. Eh bien, aujourd'hui, en Beauce, il y a des communes où il est interdit de se laver les dents avec l'eau des communes. Non pas parce qu'il y a des microbes, mais parce que ces eaux sont remplies, encore une fois, de molécules chimiques de synthèse issues des nitrates et des pesticides. Donc, malheureusement, cette eau, elle ne nous fait pas mourir à court terme, comme pendant les siècles précédents, mais elle nous fait mourir à long terme des maladies que l'on a évoquées et qu'on évoquera peut-être hier et qu'on évoquera sans doute cet après-midi, c'est-à-dire les cancers. Merci. Une autre question peut-être? Oui. Oui, bonjour. Philippe Pierre, donc je suis de Nestlé Waters. Je vais vous présenter vers 11h30 la protection des ressources en eau du groupe. Et M. Comelin, qui est chargé, lui, de la qualité chez nous, ne sera pas là. Il est cloué au lit et ne pourra pas présenter cet après-midi. Deux petites réflexions sur le fond. Les eaux minérales, on est bien d'accord, c'est sa variété, c'est ce qui fait leurs originalités. Et on a des compositions physico-chimiques très différentes, aux consommateurs de choisir et bien sûr d'être accompagné dans son approche, soit thérapeutique. Moi, je travaille sur Epar, qui est une originalité particulière, et vous avez des eaux comme Grande Source ou même de notre concurrent direct Evian, où quasi il n'y a pas de composition physique dedans. La deuxième chose, et je suis complètement d'accord avec le dernier intervenant, là aussi, dans les eaux du robinet, il y a des choses très variables. Il y a des très très bonnes eaux. On a des gisements très profonds et qui ne posent aucun souci, et on a des eaux de surface qui aujourd'hui posent énormément de soucis, dont en particularité l'évolution de notre société. La problématique des endocriniens, la problématique des antibiotiques, enfin tout l'aspect médicamenteux dans les eaux de rejet, des ruisseaux où 30 km plus bas on pompe, on redistribue, et tout ça passe à travers les filtres, il ne faut pas se le voiler. La problématique des pesticides et la problématique des métaux lourds aujourd'hui est pratiquement maîtrisée dans des pays développés. A contrario, tous ces nouveaux émergents nous arrivent, et je vous promets, ça peut poser problème à terme. Mais on pourra en reparler tout à l'heure. Merci. Merci. Une question, monsieur? Oui, madame? Vous avez parlé des peurs, madame. Je voudrais savoir ce que vous pensez des micro-ondes. Parce qu'il y a maintenant des familles où, du matin au soir, les gens font chauffer leur nourriture dans le micro-ondes. Est-ce qu'il y a un risque à terme ou à court terme? Je suis historienne, alors je suis spécialiste du passé, mais je sortirai vraiment de mes compétences si je vous donnais une réponse à cette question. Je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont plus... Moi, j'utilise aussi le micro-ondes, pas de façon permanente. J'ai aucune crainte. Peut-être que j'ai tort, je ne sais pas. Je sais pas. Oui, moi, j'ai pas de réponse. Mais moi, donc je connais un petit peu la physique. Le principe des micro-ondes, c'est d'émettre une onde qui agit sur la molécule d'eau en l'agitant. Et si vous agitez une molécule, en fait, vous la chauffez. Donc, et chauffer la molécule d'eau, finalement, ça chauffe les aliments. Voilà. Donc, si la fréquence est bien centrée sur la molécule d'eau, normalement, l'effet se résume à ce que je viens de dire, et il ne doit pas y avoir d'effets collatéraux qui seraient d'altérer l'alimentation, que sais-je. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais le principe, c'est celui-là. Et voilà, le principe, vous le connaissez. Mais pour moi, en tant que physicien non spécialiste de ce sujet particulier, j'utilise, je dirais, les yeux fermés, le micro-ondes. Parce qu'il n'agit que sur la molécule d'eau et que, a priori, c'est une fréquence très particulière. Donc, ça n'agit pas sur les autres molécules, ça ne casse pas les autres molécules. Et voilà. Bon, maintenant,
l'avenir nous le dira. Mais le risque est sans doute plus grand d'utiliser une casserole avec un anti-adhésif qui ne tient pas. Parce que là, on sait que l'anti-adhésif peut poser des problèmes si on le mange. Et effectivement, le micro-ondes n'apporte rien. Alors c'est aussi un élément intéressant, parce que l'histoire de la cuisson, c'est finalement la conquête de la chaleur. Ça part du néolithique, hein, l'invention du feu pour cuire, et depuis on essaye de progresser. Le micro-ondes de ce point de vue-là, c'est une forme de rupture, parce que c'est une cuisson où justement il n'y a pas de contact, c'est simplement l'aliment qui se chauffe lui-même, si j'ose dire. Alors que dans tous les autres cas, il y a besoin d'une source extérieure de chaleur, et beaucoup de ces sources extérieures posent problème parce qu'il y a un contact où on rajoute quelque chose. On a vu, il y a un certain nombre d'études, par exemple, sur le risque du barbecue, il y a un certain nombre de choses de ce type, mais c'est logique puisque l'aliment se trouve en contact avec un système de cuisson. Dans le cas du micro-ondes, je dirais, si j'ose dire, il s'auto-cuit. Donc on est dans une autre logique. Et pour rajouter quelque chose, c'est peut-être pour ça que il y a une peur qui s'est développée sur le micro-ondes, parce que c'est un peu magique, hein, quand on fait chauffer. Enfin, on appuie sur un bouton et puis on a son aliment qui chauffe et on ne voit pas la transmission de chaleur par rapport à l'habitude qu'on a, où il y a un élément chaud, donc qui, comme le disait Marc, qui transmet la chaleur. Alors après, je crois, moi, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai lu, c'est plutôt le risque des ondes émises par le micro-ondes, au même titre que les autres ondes qui posent des problèmes sanitaires, plus que l'onde sur l'aliment. Hein, mais bon, voilà, on est exactement dans le registre d'une peur ou d'une précaution à prendre en compte. Oui, je voudrais compléter. Le cas typique, par exemple, du micro-ondes, prenez un bol de riz que vous avez cuit et que vous avez mis au réfrigérateur et réchauffez-le. Soit vous le mettez au micro-ondes, en 1 minute, votre bol est chaud, il est directement prêt à consommer. Sinon, il faut passer par la poêle, mettre du gras, et puis éventuellement brûler. Vous parlez du barbecue, mais à partir du moment où on brûle, on fait du noir. Là, ça devient cancérigène, on le sait. Là, d'ailleurs, le barbecue cher aux Français est une nourriture qui n'est pas très saine du point de vue de cet aspect cancérigène dès qu'on crame et qu'on brûle les graisses. Moi, j'avais d'abord une remarque sur... moi-même, je suis un peu cévenol, donc sur le problème de l'eau dans un village des Cévennes, où on s'est mis à pomper l'eau venant de la montagne, et on nous a appris que cette eau n'était pas buvable. Alors, ce n'était pas le problème des pesticides, non, c'est simplement qu'il y avait des moutons sur le Causse. Bon, et voilà, les moutons, ça fait comme les cochons. On voit ce qui se passe en Bretagne, mais là, c'était simplement des moutons, et donc ça se retrouve dans l'eau. Donc il faut chlorer, il faut etc. Donc c'est pas toujours des nitrates, mais c'est aussi la nature toute seule qui fait que l'eau n'est pas potable. Moi, j'avais une question pour Madeleine Ferrière, c'était ces peurs alimentaires ancestrales. Peut-être vous pourriez nous donner quelques exemples. Il y a des cas, d'abord, on mourait beaucoup plus de l'alimentation, donc les peurs étaient justifiées. Il y a la peur de manquer, d'accord, mais il y a aussi la peur de s'intoxiquer. Il y avait des intoxications alimentaires graves, et la pasteurisation, ces processus ont quand même beaucoup amélioré les systèmes. Le froid, par exemple, pour la conservation. Les épices, souvenons-nous, c'est quand même beaucoup pour masquer la mauvaise viande, qui avait une mauvaise odeur, donc on mettait des tas d'épices pour faire en sorte que ça soit comestible. Mais peut-être vous pourriez nous donner quelques exemples de peurs justifiées et de peurs injustifiées. Je crois que vous en avez un certain nombre. Oui, tout à fait. Alors de toute façon, les peurs existent. Je veux dire, la peur en tant qu'émotion ressentie, vécue, elle existe. Maintenant, la problématique que vous développez est tout à fait pertinente. Est-ce qu'elles étaient fondées ou pas? Et ça, c'est nous qui pouvons le dire du haut de notre balcon du XXIe siècle en jetant un regard rétrospectif. Alors, vous parliez de la pasteurisation, c'est vrai. Prenons le lait. Par exemple, nous sommes en pays méditerranéen. Il y a quelque chose qu'on a constaté depuis l'Antiquité. Les chèvres ont la fièvre de Malte, et on savait que ça se transmettait à l'homme. Mais ce qu'on mettait en cause à ce moment-là, c'était, parce qu'on était prisonnier du savoir scientifique de l'époque, on met en cause la chair, la viande.
toujours une très grande méfiance en faire la chair, la viande. Donc, interdiction de manger de la viande de chèvre et de bouc, de toute façon. Du point de vue gustatif, je ne sais pas si c'est très, très attirant. Mais la chair de chevreau, en revanche, vous le savez, ici encore à Pâques, c'est très bon. C'est possible. En revanche, aucune méfiance vis-à-vis du lait, vis-à-vis des fromages de chèvre. Le lait, c'est blanc, c'est naturel, c'est la nourriture des enfants, c'est immaculé. Le lait est forcément innocent, on ne l'a jamais mis en cause. Et cette mise en cause du lait, moi je l'ai vu intervenir au moment où on s'est interrogé sur la tuberculose. Et au moment où, non c'est pas Koch l'allemand, c'est le français, je crois, le docteur Villermé, a montré l'unicité de la tuberculose bovine et tuberculose humaine. C'est-à-dire qu'il a dit que la tuberculose des vaches, qu'on voyait très souvent, et la tuberculose humaine, qui était en train de devenir un véritable fléau social dans les années 1860-1870, eh bien la tuberculose humaine avait la même origine. Et alors là, on est dans des années où, au contraire, la consommation de lait augmente et où on dit qu'il faut que les enfants boivent du bon lait de vache pour grandir. Et c'est à ce moment-là que le lait, et à ce moment-là seulement, que le lait cesse d'être cet aliment intact, impeccable, qu'on ne peut jamais mettre en cause. Et ça aurait pu devenir une peur énorme, la peur de la tuberculose, parce que j'ai regardé les statistiques des vétérinaires français à cette époque. Les statistiques officieuses, officiellement, non. Le pouvoir, la Troisième République, a eu peur, parce que vous savez qu'il y a une autre peur qui répond à la peur alimentaire, c'est la peur des pouvoirs publics d'alimenter les inquiétudes de l'opinion publique. Et donc, on n'a pas publié ces chiffres, mais ces chiffres, on le sait, à cette époque, dans le troupeau bovin français, il y avait au moins les 3/4 des vaches qui étaient tuberculeuses. Alors pourquoi c'est pas devenu une affaire terrible? Parce que y a eu Pasteur, la pasteurisation, hein. Avec un retard français, il y a toujours un retard français à adopter des procédés, d'ailleurs inventés par les Français. Je pense à Appert a inventé la conserve, mais les Français ont beaucoup de résistance face à la boîte de conserve encore aujourd'hui par rapport aux autres pays. Beaucoup de résistance aussi face à la pasteurisation, mais c'est quand même ce qui a permis de rendre à nouveau au lait l'innocuité qu'on lui attribuait naturellement. Voilà pour le lait. Est-ce que c'est un exemple qui vous... Oui, une question. Oui, vous nous avez parlé d'une géographie des habitudes alimentaires, Monsieur de Ferrière. Et vous avez distingué un régime méditerranéen de régimes alimentaires différents dans l'ouest ou dans l'est. Et vous nous avez dit qu'il y avait un maintien de ces habitudes alimentaires. Comment les expliquez-vous, alors qu'on a eu un brassage de population, on a une mobilité beaucoup plus grande? On ne pensait pas qu'elles étaient aussi fortes encore aujourd'hui. C'est vrai que c'est une des surprises de l'enquête qui est en cours actuellement. Il faudra voir quand elle sera finie, parce que c'est une enquête qui d'abord est en cours, et ensuite c'est une enquête un peu particulière, puisqu'en fait c'est une enquête qui repose sur la base du volontariat, puisqu'on demande aux gens de se connecter sur Internet et de remplir un questionnaire. Alors l'intérêt, c'est que ça permet, je crois qu'actuellement on est à plus de 15 000 questionnaires remplis. C'est rare de mener des enquêtes de ce type avec autant de questionnaires, parce qu'il y a un coût. Par contre, on peut se demander s'il n'y a pas un biais par le fait que les gens qui se connectent volontairement, est-ce qu'ils ont un degré de représentativité parfait? Donc il faudra sans doute redresser une partie des chiffres. Néanmoins, il est clair qu'il subsiste des habitudes alimentaires fortes, régionales. Alors, la mobilité, non. On sait que le français est un des peuples les moins mobiles. Encore aujourd'hui, quand vous regardez par exemple les mariages, ils se font très fortement dans un rayon géographique relativement réduit. Il n'y a pas une mobilité si forte, et c'est donc pas très étonnant que, de ce point de vue-là, les particularismes régionaux aient subsisté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que le discours sur l'uniformisation qui serait lié à l'industrie agroalimentaire et à la grande distribution, qui fait qu'on aurait
aujourd'hui les mêmes pratiques dans toute l'Europe occidentale, en gros, est faux. Non seulement on n'a pas les mêmes pratiques dans toute l'Europe occidentale, mais en plus, il semble bien qu'on n'ait pas les mêmes pratiques régionalement. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Deux exemples qui l'illustrent pour faire très vite. Le chocolat. Vous connaissez tous le chocolat Milka, hein, la vache violette. Ce chocolat Milka, il est vendu sous le même emballage dans le monde entier. À l'intérieur de l'emballage, ce n'est pas le même chocolat selon les pays. Parce qu'on n'a pas le même goût. Et vous n'achèterez pas le même Milka en Allemagne et en France, par exemple. Bien que l'emballage soit rigoureusement le même. De même, un produit que je connais bien, la pomme de terre, encore aujourd'hui, il y a des spécificités nationales sur les variétés qu'on consomme. On ne mange pas les mêmes variétés de pommes de terre en Alsace et de l'autre côté du Rhin, par exemple. Là, il y a une... Alors, qu'est-ce que c'est qui fait ça? C'est vraisemblablement le goût. L'éducation au goût, qui est quand même l'élément majeur quand on parle d'alimentation. On mange, certes, parce que c'est un besoin physiologique, mais ce qui fait qu'on passe de l'alimentation à la gastronomie, c'est le goût. Et ça, ce goût qui commence en fait très tôt, hein, on sait que l'enfant dans le ventre de la mère déjà acquiert une éducation au goût. En fait, ça, visiblement, c'est quelque chose qui subsiste et qui continue de se transmettre. Oui, bonjour. Il y a la peur de manquer qui est toujours là, mais l'expérience que j'ai, moi, c'est des pouvoirs publics qui ne manquent pas de peur, notamment en matière de restauration collective. Je veux dire par là que les normes qui sont aujourd'hui édictées à l'échelle gouvernementale ou européenne font en sorte que la plupart des aliments sont dénaturés parce qu'il faut les bouillir, les cuire, les recuire, les fromages notamment. Et puis la restauration collective est soumise à des tas de traques antibactériennes. Et il semble que ce soit le seul et exclusif ennemi que l'on recherche. Or, les pesticides ont été évoqués, d'autres dangers ont été évoqués, et il y a aussi le danger de former des générations complètement agueusiques parce que les aliments auront été par trop trafiqués, travaillés, bouillis, etc. Ma question, c'est la suivante. Que pensez-vous du rôle que peut jouer l'Agence de sécurité alimentaire, l'AFSA, et que pensez-vous de ces normes dites européennes, les HACCP et compagnie, qui nous conduisent à une cuisine collective d'une immense tristesse? Alors là, vous me demandez mon avis citoyen. Je pense qu'il doit rejoindre le vôtre. Il y a des choses qui m'ont choquée. Bien entendu, des normes, il en faut, mais on est dans une phase où vraiment, j'ai l'impression que la norme va presque tuer la norme. Enfin, bon, la restauration collective, je sais bien, il y a longtemps que les normes sont tellement sévères que, par exemple, si ma cuisine à moi se transformait en cuisine collective, je n'aurais pas le droit de servir ce que je sers à mes invités, parce que je respecte aucune des consignes. Bon, et pourtant, je n'ai pas l'impression d'empoisonner les gens à qui je sers à manger. Autre chose, je sais que les contrôles bactériologiques uniquement, que vous dites, sont très sévères, et quelqu'un m'avait dit, je ne sais pas si c'est une boutade, mais enfin c'était un spécialiste, que imaginons que nous ayons l'habitude de boire autre chose que de l'eau, et que l'eau soit un nouveau produit qui arrive sur le marché et qu'on le soumette au contrôle de l'AFSA. L'eau ne passerait pas la barrière actuelle et on ne pourrait pas la mettre sur le marché. C'est ce qu'on m'a dit. Donc je pense que c'est vrai, on va très très loin dans ces normes et parfois sans doute trop loin. Par exemple, j'ai toujours pensé, comme on m'avait demandé quel est l'aliment qui échappe à toutes les peurs. Pendant longtemps, il y en avait deux, le lait et le miel. J'ai parlé du lait tout à l'heure. Le lait et le miel, je comprends parce que dans l'imagination collective, le lait et le miel, c'est les deux seuls aliments, je dirais, super naturels, parce que c'est les deux aliments qui sont faits vraiment pour nourrir, n'est-ce pas? Tandis que les autres, même le grain de blé, ça sert simplement à la reproduction du blé. Nous l'avons détourné pour notre nourriture. Donc le lait et le miel, c'est les deux nourritures essentielles. Voilà pourquoi pendant très longtemps,
on a pensé qu'elles étaient complètement innocentes. Alors le lait, je l'ai dit tout à l'heure, on a été obligé de voir que ça pouvait être le véhicule de beaucoup de maladies. Et le miel, moi je pensais que le miel, il peut changer de consistance en vieillissant, mais qu'il reste toujours intact. Et je vois que maintenant, nouvelle directive européenne, on doit mettre une date de limite de consommation sur le miel. Moi, ça me semble ridicule. Enfin, c'est mon avis. Un mot sur la transmission, parce que les études, alors là, je suis historien, moi, donc comme je dis toujours, je prédis le passé, pas l'avenir. Par contre, les sociologues travaillent beaucoup actuellement sur ces questions-là, et on avait un débat à Paris cette semaine sur le sujet. Les sociologues ont bien montré que la transmission ou l'éducation des enfants ne se fait pas dans la restauration collective, encore aujourd'hui, et c'est une particularité française qui est très forte. L'éducation alimentaire se fait encore dans les familles, et il y a toujours une transmission dans les familles. Ce qui apparaît très clairement, c'est-à-dire très intéressant. Les sociologues découvrent aujourd'hui une chose intéressante, c'est que la transmission se fait plus tard. C'est-à-dire que jadis, en gros, l'éducation alimentaire se faisait à peu près au moment de l'adolescence, et puis ensuite les enfants, à partir de 18 ans, devenaient autonomes, partaient de la famille et eux-mêmes devenaient des adultes qui transmettaient. Aujourd'hui, il y a le phénomène des adolescents et des jeunes qui restent plus longtemps chez leurs parents, et on s'aperçoit qu'en fait la transmission se fait plus tardivement, c'est-à-dire qu'au lieu de se faire vers 15 ans, elle se fait plutôt vers 30 ans. Mais les sociologues aujourd'hui sont très clairs. Alors je transmets simplement leurs études, parce que c'est ce qu'ils disent et c'est ce qu'ils trouvent, disent que la transmission se fait encore. Par contre, elle se fait plus tardivement. Mais visiblement, et c'est sans doute un particularisme français ça, visiblement, il reste très fortement une éducation par les familles et une transmission du goût. Quand j'insiste sur le goût, parce que je crois que c'est ça en fait le cœur de l'éducation alimentaire et de la gastronomie, par les familles. Oui, moi j'avais une question peut-être, mais je ne peux pas répondre tout de suite par rapport à ça. C'était que je me demandais, dans les grandes villes, on dit donc l'identité culinaire et gastronomique régionale, mais finalement dans les grandes villes où il y a des gens qui viennent quand même d'un horizon très très large, est-ce que les grandes villes, les grandes métropoles régionales ont la culture culinaire des terroirs autour, ou est-ce qu'ils ont une autre culture culinaire? Je me posais cette question. Madeleine voulait dire... Pour rebondir sur ce que disait Monsieur le maire, j'ai admiré quelque chose hier dans le film, parce que j'ai une longue carrière dans le secondaire et j'ai fréquenté les cantines aussi, et j'avais observé qu'il était très difficile de faire manger de la salade verte aux petits. Se jeter toujours sur les frites, mais la salade verte, et dans votre cantine, il y a beaucoup de salade verte. C'est quelque chose qui vient du fait qu'on leur sert de la salade verte, ou c'est parce que dans les familles, ils ont l'habitude d'en manger et qu'ils en mangent dans vos cantines? Vous avez attentivement, effectivement, regardé le film. Ils mangent de la mâche. Mais les enfants qui viennent dans ce restaurant scolaire, et non pas cette cantine, ont un jardin d'école. Et hier, dans le débat, aucune question n'a porté sur l'importance pour les enfants d'avoir ce contact avec la terre, de mettre les mains dans le sol. Nous sommes en train d'avoir des générations d'enfants, notamment dans les agglomérations, mais même dans les campagnes, qui sont des enfants hors sol, un peu comme on dit, les poulets ou les cochons sont élevés dans des élevages hors sol. Et là, avec le jardin d'école, ils y apprennent justement ce qu'est la terre, donc le végétal. Ils font pousser eux-mêmes. Alors, il n'y a pas des rendements pour approvisionner la cuisine centrale, mais ça leur apprend le temps, la patience, et ce n'est pas négligeable dans une génération qui veut tout de suite. Ça leur apprend la saisonnalité, ça leur apprend les végétaux, la récompense du travail, quand il y a récompense, parce que ça ne vient pas toujours, ça leur apprend aussi pourquoi le paysan, il regarde souvent la météo ou il va dimanche à l'église pour prier pour qu'il pleuve. Mais c'est, je pense, par cette pédagogie, avec le jardin d'école et cette merveilleuse institutrice dont nous n'avions pas parlé non plus, que les enfants ont pu avoir ce goût pour les crudités et la salade.
parce qu'apparemment, je suis arrivé en retard, je m'excuse, le thème a déjà été évoqué, c'est celui de la saisonnalité notamment, et l'incidence de la mondialisation et des échanges internationaux sur l'évolution des modes alimentaires, puisqu'on trouve maintenant quand même sur les marchés, on trouve des avocats, on trouve des mangues, on trouve... Donc, mais apparemment, ça a déjà été évoqué, donc je n'ai pas de questions particulières là-dessus. Peut-être Marc peut dire quelque chose à ce sujet. Madeleine le disait un petit peu, le phénomène de mondialisation de l'alimentation n'est pas un phénomène récent. En fait, le fait de voir arriver des produits nouveaux, on sait que les grandes découvertes ont profondément changé nos habitudes alimentaires parce qu'on a découvert en Europe le haricot, la pomme de terre, la tomate, etc., etc. Et que tout un tas de... le maïs, enfin, ça on en mangeait moins, mais il a joué pour le... Mais en Italie, effectivement, ça donne le plat typique du sud de l'Italie. Enfin, les habitudes alimentaires européennes ont été très profondément transformées. Madeleine le sait mieux que moi, c'est sa période, à la suite des grandes découvertes, parce qu'il y a tout un tas de produits nouveaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans l'histoire. C'est-à-dire que mondialisation, c'est pas tout à fait neuf. La différence qu'introduit la mondialisation aujourd'hui, c'est d'une certaine façon une fin de la saisonnabilité parce qu'on arrive à faire venir à toute période des produits. Bon, l'exemple type, c'est les haricots, les cerises, les fraises, les choses de ce type qu'on fait venir du monde entier. Ça, c'est un phénomène relativement nouveau. Par contre, le côté enrichissement et remplacement de produits par d'autres n'est pas quelque chose de récent. D'ailleurs, mondialisation et habitude, ça se marie très bien. Parce que quand le maïs est arrivé, le haricot, etc., ils sont arrivés, mais complètement décontextualisés, sans le mode d'emploi, et on ne les a jamais cuisinés comme les cuisinaient les Indiens d'Amérique. Donc, on a fait dans les vieux pots, avec des vieilles recettes, on a accommodé les nouveaux aliments. Et après tout, le maïs, quand on l'a mangé, pas partout, il a remplacé le millet. Hein. Le haricot américain, il a remplacé notre vieux dolique à œil noir, qui est le faillot qu'on avait depuis les Romains. Donc, si vous voulez, le secret de l'adaptation et de l'adoption d'un nouvel aliment, c'est que justement, on a su les travailler et les intégrer dans notre paysage culinaire traditionnel. Tout à l'heure, tu parlais du taboulé de façon très humoristique, puisque un Libanais te disait qu'il allait faire un procès. C'est ça pour la façon dont nous avons détourné le taboulé? Non, il disait, vu ce que vous avez fait à notre taboulé, je vais demander le droit de faire du camembert au Liban. Eh ben, chez nous, on fait du taboulé avec de l'épeautre, sauf que les gens qui traditionnellement mangeaient de l'épeautre disaient, mais l'épeautre, en Haute-Provence, on n'a jamais fait du taboulé, de la salade, c'était des soupes épaisses, c'était différent. Donc il y a toujours ce jeu de circulation et d'emprunt qui fait qu'on peut très bien à la fois être ouvert à la mondialisation et en même temps garder ses propres habitudes alimentaires, je pense. Monsieur de Ferrière, vous avez évoqué tout à l'heure le goût, en prenant comme exemple le chocolat Milka. C'est important le goût. C'est ce que j'ai essayé de développer dans le film aussi, avec l'aide de Perico Légas. Le goût du chocolat Milka, est-ce qu'on peut savoir comment on distingue le goût et on change le goût d'un pied à l'autre? Eh bien, je pense qu'on le change avec des exhausteurs de goût. Ce n'est pas le chocolat qui est fait différemment. On ajoute des produits, style exhausteur de goût, arômes qu'on appelle naturels, qui ne sont pas du tout naturels, qui ont le goût naturel, mais qui sont faits encore avec des molécules chimiques de synthèse. C'est ça le goût. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut faire bien la distinction entre, vous qui êtes historien, vous le savez très bien, entre le goût, encore une fois, d'avant ces molécules chimiques de synthèse, et le goût aujourd'hui, qui est complètement manipulé à cause de ces molécules chimiques de synthèse. Une autre, peut-être une question ou une autre remarque? On reviendra sur ces...
en homme de terrain, j'aimerais évoquer des choses concrètes. Il y a une chose qui m'a laissé un peu perplexe. C'est-à-dire que j'ai un âge avancé, et avant, les bouteilles, je m'en souviens, de minéral, il y avait marqué radioactive. D'accord, de l'eau radioactive. Et par conséquent, tout le monde se jetait sur cette eau radioactive. Après la bombe atomique, ça n'a plus figuré. Mais on ne m'a jamais dit si on les avait désactivés, radioactivés. Par ailleurs, on a parlé du four à micro-ondes. Alors le four à micro-ondes, c'est une chose absolument extraordinaire, très importante, découverte par des marins qui bouffaient leur sandwich. Et puis ils ont eu des radars, des ondes centimétriques, et puis voilà. Et puis à Toulon, pendant 30 ans, 40 ans, on a soumis les lapins à des ondes radioactives, enfin pas radioactives, enfin des ondes courtes, des ondes du micro-ondes. Eh bien, ils n'ont jamais voulu mourir. D'accord. Alors, oui, mais enfin, ils ont essayé de faire n'importe quoi. Bon. Alors, de ce point de vue, je crois qu'il y a quelque chose quand même d'important, c'est qu'effectivement, pour les dames, parce que là, il faut faire des choses concrètes, il faut qu'elles prennent des fibres. Et par conséquent, bien souvent, elles se plaignent à leur médecin qu'en fin de compte, les fibres, elles ne le supportent pas. Et par conséquent, le médecin répond, mais vous devriez quand même essayer de les passer un peu au micro-ondes d'abord. Alors, ça ne modifie pas les molécules, mais ça fait de telle sorte que les fibres sont un peu décelées. Voilà. Au niveau des enfants, si vous leur donnez du légume, ils n'aiment pas. Si vous mettez le légume dans un plat de pâtes, ils adorent. D'accord. Et puis, ainsi, tout de suite. Alors, puis je terminerai par ça, parce que je me suis préoccupé, parce que j'ai soigné des gens de Siemens. Et par conséquent, il y a des fours Siemens qui sont combinés. C'est-à-dire, en fin de compte, four classique, four à chaleur tournante et four à micro-ondes. Par conséquent, je me suis pensé, étant donné que c'est allemand, je me suis rendu compte que les recettes qu'ils donnaient pour la France n'étaient pas les mêmes recettes qui étaient écrites en allemand. Et par conséquent, ils insistaient souvent sur une chose comme ça, d'un point de vue allemand, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils faisaient un peu de micro-ondes, un peu de four à chaleur tournante et un peu de four à chaleur classique voilà, c'est ça. Et par conséquent, c'est toujours des petits points. Dernier petit point, puis je m'arrête là. Très souvent, on groupe des tas de choses. Quand on a fait l'autoroute A7, il y avait encore des essences à plomb. Et par conséquent, on s'est très vite rendu compte que les pêchers qu'on donnait récupéraient tout le plomb. Mais ce qu'on avait vu préciser très rapidement, c'est qu'en fin de compte, les premiers rangs de pêchers étaient bourrés de plomb, mais les autres à côté, derrière, n'avaient plus de plomb du tout. Et par conséquent, je crois qu'il faut faire quelque chose de très différentiel si on veut arriver à faire quelque chose, parce que la nature est beaucoup plus complexe qu'on ne croit. Merci. Merci. On va donner la parole aux intervenants pour conclure, si tu veux bien. Merci. Donc, peut-être Marc et Madeleine, un petit mot de conclusion. Je ne suis pas sûr qu'on puisse conclure, parce que quelque chose que vous vouliez dire et que vous n'avez pas pu dire et que vous avez envie de transmettre à la salle maintenant. Je crois qu'il y a une chose qui est évidente, c'est que les habitudes alimentaires, par définition, elles ont toujours évolué et continuent d'évoluer. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas figées. C'est ça qui me semble important. C'est ce que nous, historiens, nous voyons. Ça bouge tout le temps, hein, ça évolue tout le temps et ça continue d'évoluer. Oui, tout à fait, parce que je crois que la question du goût qu'on avait évoquée est une question très complexe, puisque le goût est quand même quelque chose de multidimensionnel. Il y a le goût individuel qui fait que vous allez aimer les tripes et les huîtres et que celui qui est en face de vous n'aime pas les tripes et les huîtres. Il y a les goûts familiaux qui sont transmis quand même à l'intérieur des familles, et vous avez raison. La principale transmission, c'est la transmission familiale. Si on voit ses parents qui se régalent d'escargots persillés, on aimera les escargots persillés. Hein, et puis, il y a la dimension aussi régionale où
et nationale. Et d'après les enquêtes de Marx, c'est étonnant de voir comment elles se poursuivent et elles perdurent, parce que finalement, ce qu'on appelle la McDonaldisation de nos mœurs, hein, cette globalisation de nos goûts et de nos habitudes, c'est un phénomène superficiel, mais c'est un phénomène visible, parce que ça concerne avant tout la restauration collective, ce qu'on fait quand on mange en dehors de chez soi. Mais ce qui est plutôt rassurant, c'est que quand on mange chez soi, c'est beaucoup moins globalisé et McDonaldisé qu'on l'imagine dans toute l'Europe, je pense. Merci beaucoup. Donc on va faire une pause de 30 minutes, 30 minutes avant de reprendre la deuxième table ronde sur les pratiques agricoles et l'industrialisation et les risques induits. Merci.